Bonsoir. Un champion du monde de boxe anglaise disait « La vie, c'est comme la boxe, en 4 mots, avance, encaisse, esquive et progresse ». Des mots qui résument aisément le parcours d'un autre sportif et non des moindres dans les sports de combat. Jeune, il a avancé avec l'espoir de devenir architecte ou encore avocat. L'adolescence le fera encaisser des coups dus aux intempéries dans une mine de sable dans son village. Adulte, il commence à esquiver les uppercuts dans les gymnases de Douala, d'où il progressera pour la France et ce sera le début d'une longue et riche carrière pour ce jeune qui se retrouve aujourd'hui dans le cercle des grands champions d'arts martiaux mixtes. À son compteur, 18 combats pour 15 victoires, soit 3 défaites. Dans une société où la jeunesse a besoin de motivation et de modèles, son histoire pourrait inspirer plus d'un. Numéro 2 du champion du monde dans la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Il est en train d'écrire son nom dans le cinéma américain avec la participation dans le célèbre film Fast and Furious 9. Avec lui ce soir, nous allons passer en revue ses combats tant dans la vie que sur l'octogone, mais également celle loin des gants et élastiques. Né le 5 septembre 1986 à Batié, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, haut de son mètre 93 pour 117 kilos, Francis Ngannou est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Auriel, merci pour l'invitation. Alors bienvenue au Cameroun, vous êtes là depuis quelques semaines déjà. Ça fait 1 mois et demi, donc pour la bienvenue, je pense que c'est... Je suis en retard. Ouais. Bon, je ne vous avais pas rencontré, donc bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour les congés ou alors, sachant que le coronavirus fait aussi des ravages de l'autre côté, vous vous êtes dit c'est mieux mon pays? Je suis là pour les congés aussi, mais très souvent, je ne définis pas ça comme congé parce qu'être chez soi, il ne faut pas être en congé pour être à la maison. Voilà, je suis là parce que j'ai du temps libre et je rentre à la maison. On rentre se ressourcer à la maison. Oui, c'est ça. Alors, le célèbre humoriste Oga, l'ancien défi, veut vous battre en moins de 20 secondes. Peut-être que c'est aussi le but de l'un des objectifs de votre venue. Oui, c'était important parce que j'ai accepté le défi et il fallait que je relève ce défi. Donc, on se prépare pour ce combat qui aura lieu le 29 août prochain au Golden Hall à Bonapriso. Lui, il a demandé quelques jours quand même pour mieux se préparer. Oui, initialement c'était prévu pour le 22 août et il a dit bon ça va, je l'ai pris sur le coup et le 22 août il ne serait pas prêt, alors il a certains voyages à faire, donc j'en déduis que son voyage vers la chute d'eau en faisait partie, mais il a demandé 1 semaine de plus et on lui a accordé pour que ce ne soit pas une excuse à la fin. Alors, lui, il a décidé de mieux se préparer. Est-ce que vous aussi, vous vous préparez? Ou alors, puisque ce n'est pas comme vous, tout va bien? Non, je me prépare parce que il a dit le criquet a crevé l'œil de la poule. Donc, j'ai pas envie qu'il creve mon œil. Alors, je ne le sous-estime pas. Et en tant que combattant, il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer d'adversaire. Son adversaire. Alors, le combat, vous l'avez précisé, aura lieu le 29 août prochain. Ouais. Est-ce que les différents paramètres ont été réunis? Je veux dire, le poids, vous, c'est 117 kilos. Quand on regarde bien au gars, je ne pense pas qu'il soit 117. Est-ce que vous avez eu le temps de faire tout cela? Non, sur ce paramètre, on n'y arrivera pas parce que là, je suis dans les 120 kilos et il est vachement en dessous. Mais c'est lui qui relève le défi, donc il sait sur quoi il compte. Et je pense qu'il dispose de ses moyens pour ce combat. Alors, j'ai accepté et c'était à lui de refuser, mais il a accepté aussi. Alors, ça m'amène quand même à vous poser une question. Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de situation, je veux dire, être face à, j'ai envie de dire, un amateur, quelqu'un qui n'est pas
un sportif comme vous? Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir ce type de situation dans la vie? Dans la vie de façon générale, je dirais que non, mais j'ai l'habitude d'être face aux personnes qui sont peut-être inférieures à moi en poids ou en technique, notamment aux entraînements. Très souvent, puisque je dois changer des partenaires à chaque round des entraînements, souvent juste pour des exercices, deux fois je dois travailler avec des personnes inférieures à moi, que ce soit en poids ou en technique, mais puisqu'on fait partie d'une team, d'une salle, je travaille avec eux. Et contrairement à ce que l'on puisse croire, parfois ils ont aussi un apport qui fait partie de la vitesse, parce qu'il faut noter que quand on fait 120 kg, on n'a pas la même vitesse qu'un mec qui fait 70 kg. Donc on doit lui suivre avec la vitesse. Il est plus rapide que nous. Alors travailler avec nous, ça nous permet, même si on est plus fort, ça nous permet quand même de développer notre vitesse. La vitesse de quoi? La vitesse de coup, la vitesse d'action, de réaction. Non, la vitesse dans le combat, parce que on travaille beaucoup la vitesse de coup pour que ce ne soit pas contré, pour que ce ne soit pas esquivé, pour que ça atteigne sa cible sans toutefois être esquivé par l'adversaire. Très bien. Alors, est-ce que, toujours dans le même registre, généralement, comment ça se fait? Est-ce que vous vous demandez à combattre, ou comment est-ce que les combats sont initiés? Au fait, les combats sont plus, c'est plus l'UFC qui décide des combats. Et après, il vous propose. Vous pouvez refuser, mais pour ça, il va falloir des raisons des raisons valables. Par exemple, une blessure. Vous pouvez être blessé, mais à part ça, il n'y a pas de bonne raison pour refuser un combat. Et il y a des sanctions lorsque vous refusez un combat. Par exemple, l'extension de votre contrat pour une durée de 6 mois. Donc, une durée auquel ils ont le droit de ne peut-être pas te proposer le combat, et ce qui n'entre pas dans ce qui ne joue pas à ton avantage. Très bien. Dites-nous déjà, pourquoi, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire le sport de combat? Pourquoi le combat? Moi, le sport de combat, ça a toujours été une passion pour moi. Tout petit, tout ce qui m'inspirait, c'était le sport de combat. À la télé, quand on visionnait, quand on avait l'occasion de visionner, moi, ce que j'attendais à la télé, c'était un film d'action. Tant que ce n'était pas un film d'action, pour moi, il n'y avait rien à la télé. Tous les programmes de films, moi, je les connaissais. Ça me passionnait. Et très souvent, je pratiquais dans des champs de bananiers, et tout ça. C'était juste ma passion. Vous avez détruit des bananiers dans les plantations? Ouais, beaucoup de bananiers. J'espère que c'était la plantation de vos parents. Ouais, mais on en a payé le prix, en tout cas. Vous avez fait vos débuts ici à Douala, au centre de la jeunesse de Newbel. Ouais. Est-ce que là-bas, vous avez eu des challengers? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait paniquer quand même sur le ring? Faut admettre que c'était en 2008, en octobre 2008, que je suis arrivé là-bas pour la première fois. Et c'est mon oncle qui était directeur technique national du tennis, M. Happy Maurice, qui m'avait amené là-bas. Puisqu'il connaissait le coach de là-bas, qui était Monyemo. Jean-Paul Monyemo. Oui. Le DTN. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais 22 ans et pour moi, j'étais fort au quartier. Alors, j'avais l'impression que j'allais arriver en salle et bagarrer avec deux personnes, les prendre tous les deux et les tabasser. Et je fus choqué de voir que la réalité était tout autre chose. Ce n'était pas tout à fait la même chose, la réalité. Il y avait la technique qu'il fallait acquérir, il y avait des gestes, des mouvements, et là je n'arrivais pas à faire du jab, donc boxer de la main gauche pendant 3 minutes sans toutefois avoir mal aux épaules. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas facile. Et même quand j'ai commencé à faire du sparring, des assauts à terme, c'était l'exercice dont on fait un coup de poing et l'autre il esquive, et c'était chacun à son tour, vice versa.
Mais à chaque fois, je ne voyais pas les coups venir et je les mangeais sur le visage. Chaque coup lancé à ma direction entrait sur mon visage. Et pourtant, j'étais bien concentré. Et mon coup, tous les coups que j'essayais, non, aucun coup n'avait atteint sa cible parce que j'étais tellement lent et prévisible que mon adversaire était capable de prévoir voilà, d'anticiper sur mon attaque et de défendre. Donc ce genre de trucs, au bout d'un moment, ça nous fait un peu douter et on se dit, oh là, c'est pas pareil, c'est pas ce que j'avais cru. Mais j'étais tellement motivé que bien que c'était difficile, j'avais jamais lâché. Et quand j'ai commencé du sparring et qu'il fallait boxer avec des gars de ma catégorie, mais qui étaient beaucoup plus techniques, voire même les gars inférieurs à ma catégorie, mais qui étaient plus techniques, c'était compliqué. C'était compliqué au départ. Et ça, surtout psychologiquement, c'était compliqué. Je n'avais pas la vitesse, je n'avais pas la technique. Alors, j'usais de ma force et je me fatiguais très vite. Voilà. Donc, c'est avec le temps que j'ai grandi. Voilà, vous avez fait quand même combien de temps avant d'acquérir cette technique-là qui vous manquait? J'ai fait 1 an au centre de jeunesse. Après, je suis tombé malade. J'ai eu quelques coups de la vie qui s'est achevé par une hépatite B. Et là, j'ai abandonné. Au fait, pas que j'ai abandonné, j'ai arrêté. Vous avez arrêté pour un moment. Parce que j'ai compris que la réalité était tout autre chose. Il fallait que je m'occupe de moi et que à ce rythme-là, je n'allais pas m'en sortir. Je pense que c'est à partir de ce moment que mon projet de l'aventure est devenu définitif. Il était clair qu'il fallait que je parte, car si une telle chose se reproduisait encore, j'étais foutu, je n'avais pas d'issue, je n'avais pas de solution. Alors, quand j'ai arrêté, après 1 année, j'ai encore fait mes jobs ici et je pense 2 ans plus tard, je suis parti en aventure parce que c'était la période où je me préparais maintenant pour partir. C'était clair que j'allais partir, c'était un programme. Mais quand vous vous prépariez, vous avez complètement arrêté? Oui, j'avais complètement arrêté la boxe et je m'étais focalisé sur mes jobs. D'accord. Alors, là, vous faisiez la boxe. Quand vous arrivez, est-ce que c'est là-bas que vous décidez de faire les arts martiaux mixtes? J'arrive en France en 2013, je n'avais pas connaissance de cette discipline. Il se peut que quelquefois, en zappant ma télé, j'avais vu ça sur RTL9, mais tellement je ne m'intéressais pas que j'ai continué à zapper. Je cherchais un film sur une chaîne d'action et les trucs comme ça, je ne regardais pas. Et quand je suis arrivé en France, on m'en a parlé de ça et je n'avais encore rien à foutre de ça. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans ce sport. Donc, 2 ans plus tard, j'étais dans la plus grosse organisation mondiale de cette discipline. Alors c'est là où je décide donc de saisir cette opportunité. C'était peut-être l'opportunité dont j'avais tant espéré. Il fallait la saisir, il ne fallait pas être trop exigeant. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un? Qu'est-ce qui à se mettre à taper sur un autre alors qu'on n'a pas de problème au départ? On se retrouve quelque part, là on ne se connaît pas et on se met à se taper dessus alors qu'on n'a pas de problème. Quelle est la motivation? Il ne faut pas une motivation parce que c'est pas tel que vous présentez, c'est pas comme ça que c'est vu. On ne voit pas comme si on allait tabasser sur quelqu'un. Quand on voit vos coups et les blessures après... Oui, sachez que la personne en face, il est aussi capable de vous infliger la même chose. Donc peut-être que vous allez encaisser les coups. Dans ce cas, posez-vous la question, qu'est-ce qui peut motiver une personne d'aller prendre des coups? Parce que quand tu vas dans un combat, tu sais, ça peut arriver. C'est inévitable. Ça peut arriver. Et si ça n'arrive pas, il y a une chance peut-être sur 100 pour que ça n'arrive pas. Alors, tu décides donc, tu l'acceptes de prendre ces coups. Tu y vas. Pour toi, c'est un métier. Tu ne vas pas pour taper une personne, tu pars pour mettre en application un travail que tu as fait pendant
très longtemps pour valoriser et pour mettre en avant le travail que tu as fait. Est-ce que quand on pratique ce type de sport, on finit par être agressif ou brutal? Ah, au contraire. Ah bon? Ça adoucit. Vous Parce faites... que la maîtrise, ça nous apprend la maîtrise, au fait. Tout à l'heure, je parlais des entraînements que je fais avec des gens inférieurs que moi. Il m'arrive souvent de m'entraîner avec des gens, voire même des filles qui font la moitié de mon poids, qui sont en salle, on est en train de s'entraîner et pendant un round, on se demande de travailler ensemble. Je dois travailler, je dois boxer. Imaginez-vous que je boxe une fille, je donne un coup de poing à une fille qui fait 60 kilos. C'est très mauvais. Ou à un gars qui fait 60 kilos. Mais j'ai réussi à travailler. Je dois être capable de travailler avec lui sans toutefois lui faire du mal. Et parfois, même quand ce sont des gens de ma catégorie, il faut être capable de travailler avec eux sans toutefois faire du mal à quelqu'un. Parce qu'une fois que tu as fait du mal à un adversaire, à un partenaire d'entraînement, très vite, il ne veut plus travailler avec toi. Et du coup, tu n'as plus de partenaire d'entraînement et tu es le perdant. Mais est-ce que là, c'est fait à dessein? Est-ce que quand vous... C'est des coups qui vont? Est-ce que s'il est blessé, est-ce que c'est parce que vous avez... C'est pas forcément parce que vous avez... Si, c'est des coups qui vont, mais le professionnalisme veut que tu aies une certaine maîtrise de tes coups, de toi-même. Que tu sois capable de démontrer à quelqu'un, de peut-être avancer avec un coup et arrêter avant l'impact pour dire, ok, si c'était un combat réel, je t'aurais touché parce qu'il y a eu une ouverture à cet endroit. Donc, oui, on est capable de maîtriser ça. Et c'est donc ça qui nous donne la maîtrise, qui nous permet de maîtriser. On juge l'adversaire et on sait avec qui, quelle intensité mettre dans le travail. Donc, on ne devrait pas avoir peur de tout votre gabarit. Non, pas du tout, parce que je me sers de mon gabarit pour mieux... Pour influencer l'adversaire? Pas pour influencer, pour mieux faire mon boulot, parce que très souvent, mes adversaires, on a le même gabarit, donc pas possible de l'influencer. Alors, il y a une date qui représente quand même quelque chose de spécial pour vous, le 15 août prochain. Oui, le 15 août prochain, c'est la date c'est la date qui va définir mon prochain combat. Parce que le champion de ma catégorie, il combat. Donc, Stipe Miocic et Daniel Cormier combattent le 15 août, donc samedi prochain là. Et à partir de là, je saurai qui serait mon prochain adversaire. Et la date est déjà prévue pour votre combat aussi, ou c'est après ce combat? Non, pas du tout, parce que c'est à l'issue de ce combat qu'on saura. Après ce combat, le gagnant peut gagner, mais étant blessé, il peut gagner et prendre un peu de quelques jours, quelques semaines pour se reposer. Et après, on va programmer ça à une date ultérieure. Donc, non, on prévoit pas un combat avant un autre. Ah, d'accord. Comment est-ce que vous vous entraînez, vous, maintenant? Je veux dire, vous attendez quand même un combat pour le titre de champion de votre catégorie. En ce moment-ci, vous êtes ici, est-ce que vous continuez les entraînements? Et étant là-bas avec le coronavirus, est-ce que vous continuez les entraînements? Si oui, comment? Non, ici, je ne m'entraîne pas trop. J'essaie de rester un peu actif, mais je ne peux pas considérer ça comme m'entraîner. Parce que si je me mets dans certaines conditions d'entraînement, je ne peux pas supporter pendant très longtemps. Au bout d'un certain moment, mon corps va s'épuiser. Et très souvent, ça arrive. Il y a ce qu'on appelle la surcharge. Donc, quand on se prépare pour un combat, on puise notre énergie. Et si on n'est pas capable de mixer ça, de temporiser ça, parfois, vers le combat, on est déjà fatigué, même avant le combat. Donc, il y a aussi ça qu'il faut jauger. Et d'un autre côté, il y a le fait qu'ils vont combattre samedi. Et si le gagnant, si celui que je dois combattre ne sort pas blessé du combat, il va prendre du temps pour se reposer quand même, quelques semaines pour se reposer. Et quand il se repose, il revient, sa forme revient à zéro. Avant qu'il reprend,
peut-être pour 2 ou 3 mois de préparation pour aller au combat. En ce moment, en ce moment qu'il entre aux entraînements, au camp d'entraînement, moi aussi je serais prévenu. En ce moment, j'entre aussi aux entraînements. En stage. En stage, oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce combat-là. C'était le 9 mai dernier. Ce combat, ce fameux combat en 20 secondes. Comment est-ce que ça se fait? Bah, je pense que ce combat était un combat qui... J'étais plein de frustration. Ce combat initialement était prévu pour le 28 mars. Après, à cause du coronavirus, ça a été repoussé pour le 9... Pour le... je crois le 11 avril, le 15 avril, un truc comme ça. Et après, ça a été encore reporté. Ouais. Ça a été annulé et reprogrammé pour le 9 mai. Et voilà. J'avoue que, mis à part ça, j'avais une petite colère face à mon adversaire qui racontait un peu partout qu'il allait me mettre KO. Il devait être le premier à me mettre KO, tout ça. Et... Mais il vous a plutôt galvanisé, vous êtes venu prêt. Ouais, parce que... Au fait, je devais être prêt. Parce qu'à ce stage, il suffit... Je suis... à 1 centimètre près de perdre ma position. D'accord. Donc, si je ne me prépare pas intensément pour ce combat et que je perds ce combat, je perds ma position. Alors, peu importe ce qu'on me donne en ce moment comme combat, pour moi, c'est comme c'était le championnat du monde. Je mets la même intensité. Donc, et surtout un adversaire un combat qui, logiquement, je ne devais pas faire ce combat. Pourquoi? Parce que dans ce combat, j'avais tout à perdre et pratiquement pas grand-chose à gagner, vu ma position. J'aurais pu combattre plutôt devant moi et qui était le champion. Et ça, on en a discuté pendant très longtemps et on n'a pas pu parvenir à une entente. Oui, à une entente. Raison pour laquelle je suis obligé de faire ce combat. Alors, quand on vient à bout de son adversaire en 20 secondes, ça veut dire qu'on est le plus fort, je veux dire, techniquement, avec la puissance et tout? Non, pas forcément. Vous savez, très souvent, le chaos, c'est un truc qui peut arriver dans un combat. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est une opportunité, c'est une seconde, et ça arrive. Mais, bon, puisque la logique veut qu'on donne le crédit au gagnant. Alors le gagnant prend le crédit. Alors, je veux bien comprendre. Quand vous arrivez sur l'octogone, parce que 20 secondes quand même c'est très peu. Dès que l'arbitre sonne la cloche, vous bondissez sur votre adversaire ou qu'est-ce qui se passe en ce laps de temps? Oui, il s'est passé. Au fait, c'est lui qui a même fait les premières attaques. Je me rappelle, il a lancé 2 low kicks, un truc comme ça, dans les coups de pied à la partie inférieure. Et après ça, j'ai enchaîné un mouvement dont j'avais travaillé dessus, mais seulement sur ce mouvement, je pense que je me suis trop retenu en arrière et je n'ai pas atteint ma cible. Je ne lui ai même pas donné j'ai même pas été assez proche pour qu'il bloque ce coup. Mais je pense que dû à ma frustration et ma confiance, j'ai juste avancé tout droit. J'ai continué tout droit et bien que je n'étais pas en équilibre, j'ai quand même continué jusqu'à ce qu'il se retrouve dos au mur et que je le touche. Alors, quand vous faites les combats, parce que les notes vont en fonction des parties touchées, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le haut ou c'est le bas ou qu'est-ce qui donne plus de points? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Ça sont les travaux des juges. D'accord. Mais surtout encore que j'ai jamais gagné un combat au point. Il n'y a jamais eu un juge qui a dit « Ok, tu as gagné ce combat ». Vous gagnez vos combats comment? Soit par KO, soit par soumission.
Donc, j'ai jamais gagné un ça combat. veut dire que vous êtes très fort. Vraiment, je veux comprendre. Soumission, le KO, j'ai un peu compris, mais la soumission, c'est quoi? La soumission, c'est une clé où on passe à l'adversaire et qui... Il ne peut plus bouger. Oui, il ne peut plus bouger, il ne peut plus progresser dans le combat, peut-être à cause d'une forte douleur, et il abandonne le combat. Ah, ce que nous on appelle la clé 14. Oui, logiquement, c'est ça, mais il y en a plusieurs clés 14. Donc, Il y a plusieurs types de clés. Voilà, il y a plusieurs types de clés. Je vais revenir quand même sur vos combats. Très souvent, les sportifs nous disent que à chacune de leurs victoires, il y a comme une histoire derrière. 20 secondes, il y avait des frustrations. Les autres victoires, est-ce qu'il y a des histoires derrière? La frustration, c'était quelque chose qui était là. Je pense que c'était dans mon subconscient. C'est pas un truc que je me suis rendu compte jusqu'à ce que moi, je vois ce combat moi-même. Et je me dis non, c'est pas moi. Il y a un truc qui avait pris le dessus de moi. Et j'en ai déduit que c'était la frustration. Mais oui, chaque combat a une histoire. Chaque combat a une préparation et chaque préparation a sa petite histoire. Par exemple, ce dernier combat, je l'ai fait, ça faisait presque 1 an que je n'avais pas combattu. Et là, j'étais un peu remonté, j'étais un peu en colère. Donc, ça fait que quand j'ai eu ce combat, et surtout que ce n'était pas le combat que j'espérais, j'ai eu comme l'impression qu'on voulait me voler ma place. J'ai eu comme l'impression que on voulait peut-être me perdre le temps ou me faire reculer un peu pour me maintenir dans une zone. Voilà. Et ça, par exemple, c'était l'histoire de ce combat. D'autres combats, ça va être juste des préparations qui se passent un peu différemment, mais pas d'histoire particulière. Ouais, mais quand même des petites histoires. Mais racontez-nous ces petites histoires-là, mais en quelques mots. Non, ça peut être juste la façon dont... L'humeur du jour? Non, pas l'humeur du jour, ça peut être... Il y a par exemple des camps d'entraînement qui sont plus difficiles que d'autres, psychologiquement. Il y a d'autres qui nous pèsent et qui nous abattent psychologiquement que d'autres. Donc, et ça, ce sont des parties invisibles. Nul ne peut voir ça. On voit que t'es balèze, t'es costaud, ok, t'as de l'énergie, c'est bon, on y va. Voilà. Un peu des trucs comme ça, les régimes, parfois quand il faut se mettre dans sa catégorie. Non, dans l'alimentation, il faut suivre une certaine alimentation pour optimiser sa force le jour du combat. À partir de ce moment, ça devient difficile. Et ce n'est pas la même chose à chaque fois, parce que parfois, tu peux faire du régime et perdre du poids lors d'un camp d'entraînement et faire dans un autre camp, et ne pas perdre du poids, du moins pas autant que tu voudrais. Et ça, c'est un peu frustrant. Et après ça, il y a plein d'autres choses qui se rajoutent à ça, et la fatigue, et ça démoralise parfois. D'accord. Alors, dans votre discipline, est-ce qu'il y a des noms qui vous font peur? Des noms qui me font peur? Oui. Des noms d'êtres humains? Des combattants, des gens comme vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous font peur, des challengers peut-être? Qui me font peur? Oui. Non. Quand vous vous dites peut-être, disons le 29 août, pas avec Oga, le 29 août je vais combattre contre tel, est-ce que vous avez peur parfois? Est-ce qu'il y a des noms qui vous vous disent ici j'aurais chaud? Non, peur c'est autre chose. Maintenant, si vous me demandez s'il y a des noms qui me font stresser, si je suis stressé lors d'un combat, je pense que ça c'est autre chose. À partir du moment où il y a un enjeu, tant même que ce ne soit pas le combat, il y a du stress. Quand je combats, et je pense que c'est valable pour tout le monde, quand on prépare un combat et qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelque chose à perdre, on stresse. Oui, même le musicien, quand il monte sur le podium, il ne va pas prendre des coups, mais il a quand même peur. Plus le public il est grand,
il y a cette peur. Il y a le trac. Voilà, il y a ce trac, ce stress. Et c'est l'expérience, il n'y a que l'expérience qui peut combattre ça. Donc, c'est ce qu'on ressent à chaque fois. Il y a quand même le trac, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je peux commettre une erreur. Je souhaite seulement être en possession de mes capacités. Comme ça, je mets en pratique ce que j'ai appris. Si j'arrive là et qu'au bout de, je ne sais pas, quelques secondes, je me tords la cheville et que je ne sois plus capable de continuer le combat ou qu'un truc se passe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, ça te stresse. Et on a toujours ce stress avant le combat. Mais pas l'adversaire. Non, pas l'adversaire. C'est pas l'adversaire qui fait peur. Mais on a ce stress, peu importe l'adversaire. Tant qu'il y a un enjeu, même si l'adversaire est considéré être inférieur à vous, il y a ce stress. Ok. Dites-nous, expliquez-nous, arts martiaux mix, c'est quoi exactement? Comme vous l'avez si bien dit, arts martiaux mixtes. C'est un mélange de sport de combat, de tout ce qui peut constituer les arts martiaux et les sports de combat. Donc, ça a trois parties. La partie debout, le face-à-face, dont on peut utiliser la boxe, le karaté, le taekwondo. Maintenant, il y a le corps à corps. Là, c'est plus la spécialité des lutteurs, des judokas. Et après, il y a la partie sol qui implique le grappling. Voilà. Et c'est tout cet ensemble qui font les arts martiaux mixtes. Mais sachant que chaque discipline, chaque sport de combat est très important dans les arts martiaux mixtes. Chaque technique acquise dans un autre sport est toujours utile. J'avoue que ça a mixé un peu tout dans ma tête. Quand vous êtes sur Parce que les arts martiaux sont mixés, justement. Lorsque vous êtes sur l'octogone, qu'est-ce que vous faites? Vous mélangez la boxe et le karaté et tout ça? Oui, tout. Tout ce qui peut être utile et que tu maîtrises, oui, tu l'utilises. D'accord. Mais pourquoi vous avez choisi ça? Pourquoi vous avez choisi les arts martiaux mixtes? Pas la boxe ou le karaté, par exemple. J'ai pas choisi les arts martiaux mixtes, j'avais choisi la boxe. Oui. Mais arrivé en France en 2013, on m'en a parlé des arts martiaux mixtes et concours de circonstances, j'ai essayé. Et 2 ans plus tard, je me suis retrouvé là, à l'UFC. Alors, c'est en ce moment où j'ai décidé, donc, j'ai vraiment décidé de faire cette discipline. Parce que c'était une opportunité et c'était dans l'opportunité que j'avais toujours rêvé. Est-ce que dans les arts martiaux mixtes, on parle de Cador? De Cador. Est-ce quoi, que c'est une reconnaissance en fonction de vos compétences? Est-ce que ça intervient dans ce côté-là ou c'est plus en boxe? Non. Ça n'existe pas? Cador? Oui. C'est comme une reconnaissance de vos compétences. Non. Quand vous êtes quelqu'un vous avez des compétences exceptionnelles, par exemple. Bon, je pense que c'est plus peut-être dans la boxe. Non, je sais que dans les arts martiaux mixtes, souvent, ça c'est plus valable pour les vétérans. Il y a ce qu'on appelle le Hall of Fame. D'accord. Voilà, pour ceux qui ont eu des vétérans qui ont eu une grande carrière et qui ont quand même marqué la discipline, ils vont, on va les initier au Hall of Fame. Ils vont intégrer le Hall of Fame. D'accord. Alors, quels sont vos rapports avec vos dirigeants, les dirigeants de l'UFC? Est-ce qu'ils sont contents de vos performances? Voici notre pépite qu'on a trouvée. Ça, c'est un peu compliqué parce que ce sont des hommes d'affaires. Quels sont nos rapports avec eux? Difficile de le dire, je vais dire compliqué, parce que c'est un peu une situation où c'est difficile de satisfaire tout le monde. Voilà. Parfois, peut-être qu'ils sont satisfaits, et même s'ils le sont, très souvent, ils ne vont pas te le faire savoir. Puisqu'on te le fait savoir, te donne plus de levier de négociation, peut-être dans un prochain contrat. Voilà, ils ne te jettent pas des fleurs.
Mais comment avez-vous intégré? Est-ce que c'est concours de circonstances? Est-ce que vous êtes arrivé en France, vous aviez envie d'aller faire un peu le sport et vous avez découvert cette discipline-là? Comment est-ce que vous intégrez Non, j'avais pas... c'est pas que j'avais jamais eu envie de faire cette discipline une fois de plus. Je suis arrivé en France dans le but de faire de la boxe anglaise. Et je vais dans un club le lendemain du jour où j'arrive en France. Je les explique ma situation. Je les explique que je suis dans une situation de précarité. J'ai pas de moyens, mais je veux une seule chose, c'était un endroit pour pouvoir m'entraîner parce que je vais être champion du monde. Mine de rien, on m'en a donné du crédit et on en a... le gars qui était là ce jour-là, il m'a dit qu'il parlerait au coach parce que ce n'était pas lui le coach, il était que le remplaçant du jour. Alors, quand il parle au coach et le coach accepte, il m'appelle. Une fois qu'il m'a appelé, je vais, la prochaine séance, je viens aux entraînements et là on s'entraîne. On s'est entraîné peut-être pendant 2 semaines et c'est là où il me fait part du MMA. Il me dit, ok, tu as des dispositions pour le MMA. Je pense que tu as un potentiel énorme et que tu pourras faire de grandes choses dans le MMA. Et là, je lui dis, c'est quoi le MMA? Et il se met à m'expliquer le MMA et moi, j'avais aucune envie, ça ne m'intéressait pas du tout. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le MMA juste par passion, juste parce que c'était un sport de combat et j'aimais bien me défouler. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 ans, je me retrouve à l'UFC. Et aujourd'hui, vous êtes dans le cercle des grands champions. Ouais, on va dire ça. Ça fait quelques années que je suis, disons, dans le top 5 mondial. Donc, oui. Parmi les 5 meilleurs, je suis là-dedans il y a 3 ans. Je fais partie des 5 meilleurs il y a 3 ans. Et ça fait un moment que je suis numéro 2. Vous vouliez faire la boxe anglaise. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ou alors demain vous allez penser à faire quand même cette boxe-là? Non, je ne regrette pas. Parce que regretter revient à dire que je crache sur ce que je fais. Non, je ne regrette pas de ne pas avoir fait la boxe anglaise. Je ne suis pas sûr si j'aurais eu cette opportunité tant espérée en boxe anglaise. Alors, pourtant, l'opportunité que j'ai eue au MMA me permettrait de peut-être demain aller faire quelques combats en boxe anglaise. Et c'est bien le projet. D'accord. Ou alors, peut-être que dans la boxe anglaise, il y a trop de géants? Non, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est un rêve. Je me suis développé dans un sport. Certes, c'était inconnu pour moi il y a 7 ans, mais je me suis développé dans ça aujourd'hui. Et pour la boxe anglaise, je dois encore me préparer. Je ne suis plus assez confortable en boxe anglaise que je le suis au MMA. D'accord. Et pourtant, au départ, j'étais plus confortable au MMA qu'en boxe anglaise. Donc, si vous voulez rentrer là-bas, il faut une nouvelle préparation. Oui, il faut quand même une bonne préparation. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir, hein, vous êtes spécialiste, j'ai envie de dire, des combats hyper speed. Vous êtes monsieur KO rapide. Est-ce que c'est une technique spéciale? Non, c'est pas une technique spéciale parce que si ça avait été une technique, crois-moi, beaucoup de gens auront acquis cette technique et bien avant moi. Et peut-être pas moi au fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes là qui sont beaucoup plus techniques que moi, mais qui sont pas des cauteurs, comme on dit souvent. Bon, je sais pas. Je pense que le fait que j'ai un peu la force physique joue beaucoup à mon avantage. Donc, ouais, ça c'est plus la force physique que la technique. Parce que il m'est arrivé parfois de me demander pourquoi il est vraiment tombé. Pourquoi mon adversaire est vraiment tombé? Parce que je ne suis pas convaincu de l'avoir touché. Du moins, pas assez pour qu'il tombe. Pourtant, il tombe. Alors,
Je le prends. Je ne pense pas que c'est une technique. Alors, je veux comprendre, hein. Est-ce que ça se prépare à l'avance? Est-ce que avant de monter sur l'octogone, on se dit, je vais pour un KO ou je... Non, 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 non. C'est sur place qu'on pense? Ça arrive, le KO arrive. Il fut une seule fois que je suis monté sur le ring à la recherche d'un KO. Et ça s'est très mal passé pour moi, ce jour-là. C'était le jour où j'avais combattu le champion du monde en janvier 2018. Ce jour-là, j'étais tellement confiant que j'allais lui mettre KO. Non, ça s'est très mal passé. J'ai très mal boxé. Pourtant, le KO, généralement, chez moi, ça vient naturellement. J'avais voulu forcer. Alors, une fois que j'ai repris ma nature, mon KO est revenu. Ça veut dire donc qu'il ne faut rien forcer. Ça doit venir spontanément. Ouais, ça vient spontanément. Alors, vous détenez le coup de poing le plus solide du monde. Ouais. Expliquez-nous ça. On mesure ça avec quoi? Est-ce que c'est... Je sais pas. C'est la vitesse? On mesure ça comment? Il y a une machine avec une cube de frappe et des capteurs pour mesurer l'impact du coup de poing. Une fois qu'on a frappé dans la machine, les capteurs au mur, ça affiche sur l'écran le nombre, la puissance du coup de poing, le nombre d'unités. Ça devait faire peur aux adversaires quand même. Oui, mais le souci c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a personne qui vient se mettre là comme une machine pour que tu lui frappes. Mais dans les combats, le coup il s'en va, il s'en va. Généralement, ce n'est pas la même puissance. Parce que quand tu frappes dans une machine, tu restes là, tu es fixe, tu te poses sur la plante de tes pieds et tu frappes sachant que la machine ne va pas bouger. Le combat, l'adversaire est toujours en train de bouger. En aucun moment, tu es sûr d'atteindre ta cible à 100%, du moins même pas à 50%. Est-ce que Mike Tyson est toujours votre idole? Oui, toujours. C'est lui qui vous a poussé à faire ce métier, à faire le sport de combat? Non, non, pas du tout. Au fait, j'ai découvert, j'ai vraiment fait la découverte de ces vidéos quand j'étais au Maroc. Ça, c'était dans les années 2012-2013. C'est quand j'ai eu l'opportunité maintenant de voir les vidéos de Mike Tyson et c'était sur YouTube. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé la boxe de Mike Tyson parce que ce que je voyais en boxe classique, ce qu'on nous apprenait comme des bases, le basique, le ABC de la boxe, c'était exactement ce que Mike Tyson y faisait. Très souvent, on va voir des professionnels que, après avoir appris la base, ils ont chacun développé un style qui n'est plus, qui ne ressemble plus en rien ce qu'on apprend en boxe basique. Par exemple, les mains au sol, les trucs, des gestes. Je ne sais pas si c'est pour faire beau ou quoi, mais ça change très souvent. Mais quand j'ai regardé la vidéo de Mike Tyson, sa technique du début à la fin était un peu pareille, comme la boxe élémentaire. Main levée, pied, déplacement, tout était comme on apprenait. J'étais tellement fasciné parce que la vidéo de Mike Tyson, jusqu'à aujourd'hui, c'est une vidéo où tu peux mettre et montrer à un enfant qui fait ses premiers pas de boxe comment on boxe. Regarde comment on avance, regarde comment on lève la garde, regarde comment on se déplace, regarde comment on recule, regarde comment on esquive. C'était exactement ça. Parfait. On a appris en début d'année qu'il pourrait être votre entraîneur. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. La dernière fois que nous nous sommes vus, je lui avais demandé si on a parlé parce qu'en ce moment, il y avait un buzz entre Tyson Fury, qui est le champion du monde de boxe en ce moment, entre lui et moi. Et j'avais demandé à Mike Tyson si jamais ce combat aurait lieu, qu'il soit dans mon coin, et il avait accepté parce que Tyson Fury, il est plus grand de taille que moi. Et pour ce qui est technique de pitbull, comment
le dit souvent, dans la technique des coups de personne. Mike Tyson, il le connaît. D'accord. Alors quand vous êtes au Cameroun, bon, vous avez dit vous entraînez pas de façon optimale. Ouais. J'avais envie de dire, avant d'arriver là-bas, est-ce que la technique ici, ou les entraînements ici, est-ce que c'est rude, est-ce que c'est brut? Quand vous arrivez là-bas, est-ce que c'est une autre façon? Non. Étant ici, ce que je fais, c'est juste de rester actif. Voilà. Je peux peut-être un jour aller jouer au 2-0 avec des amis. Pour moi, je considère ça comme le sport. Un jour, aller courir un peu. Un autre jour, peut-être faire juste mes petits exercices chez moi. Mais rien de ça n'est assez pour un combat. Ouais, pour un combat. Donc, c'est juste un peu pour maintenir la forme, pour faire une activité physique. Je ne me considère plus que comme un combattant quand je suis ici. D'accord. Parce que je sais que quand on va annoncer un combat, j'aurai largement le temps pour me préparer et en cette période. Et parfois, on annonce un combat tellement plus tôt que tu te donnes encore quelques semaines avant de vraiment entrer en stage. Parce que une fois que tu es entré en stage, il faut maximiser ta forme pour que le jour du combat, que tu sois au pic de ta forme. Et si tu si arrives au pic de ta forme avant le jour du combat, puisque une fois arrivé au pic, tu te mets à descendre, tu vas te retrouver un peu en dessous de ta performance optimale. Est-ce que vous envisagez une autre discipline après les arts martiaux mixtes? Catcheur par exemple, on vous voit souvent à côté des catcheurs, est-ce que c'est... C'est possible, c'est possible. La boxe aussi, c'est une possibilité, ça je l'envisage bien. Ouais, en termes de discipline sportive, oui, il y a la boxe et le catch peut-être. J'ai même, à un moment donné, j'ai même voulu essayer un peu le football américain, ne serait-ce que pour le fun. Alors, on n'entend pas seulement parler de Francis Ngannou dans la boxe, vous êtes également dans le cinéma, notamment dans le film Fast and Furious 9. En attendant la sortie, est-ce qu'on peut déjà savoir c'est quoi votre rôle dans ce film? Bon, je ne dirais pas que je suis dans le cinéma, j'entre dans le cinéma. J'ai fait un seul tournage jusqu'ici, malgré mes multiples castings, j'ai fait un seul tournage. Et ça, c'est un truc que j'espère, avec le temps, développer et peut-être être vraiment dans le cinéma. Mais mon rôle dans Fast and Furious 9, c'était un petit rôle. J'étais l'un des éléments du chef bandit, qui est John Cena, dans ce film. Voilà. J'étais un méchant, quoi. Est-ce que c'est le type de rôle que vous aimez jouer, puisque vous avez aimé les films d'action? C'est un film. L'important, c'est d'avoir un rôle et un bon rôle. Et je pense que c'est un bon rôle. Je veux dire, quand on aime le rôle et on le joue à fond, est-ce que c'est ce genre, est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de combats dedans? Est-ce que vous êtes beaucoup en mouvement? Est-ce que c'est... Oui, au fait, mon rôle dans ce film, c'est ma participation dans ce film, c'est sur une scène de combat. Donc, ouais, ça correspondait exactement à ce que j'envisageais. Et bien que je sois le méchant, j'étais tellement fort qu'il a fallu de la bombe pour m'exploser. Bravo. Voilà. Mais comment vous vous retrouvez dans ce projet-là? C'est grâce à mon manager qui est aux États-Unis et c'est lui qui travaille, puisque faut savoir que je quitte la France pour aller aux États-Unis dans le but de perfectionner mon anglais, afin de peut-être faire une entrée dans le monde de l'entertainment, afin de peut-être saisir des opportunités qui peuvent être sur mon passage, et notamment le cinéma, parce que ça m'a toujours intéressé. Et à un moment donné, il a estimé qu'on était déjà proche du but et il s'est mis à chercher. On a fait quelques castings, notamment celui du Bad Boy 3, où malheureusement j'avais pas été retenu. Et du coup, après ça, il y a eu celui du Fast and Furious 9.
et ça passe. Est-ce que c'est la suite logique quand on fait les sports de combat de haut niveau? Est-ce qu'à un moment on se dit, bon, il faut que j'aille mettre mes muscles et ma plastique dans les films Non, c'est pas une suite logique parce que très peu de combattants ont réussi à faire du cinéma, bien qu'ils ont toujours, bien qu'ils ont tous envie. Voilà, c'est pas une suite logique. Par exemple, le Fast and Furious, je pense que je suis le deuxième ou le troisième combattant à être dans ce film depuis la première série. Oui. D'accord. Francis Ngannou, est-ce qu'il est aujourd'hui, on peut dire qu'il vit aujourd'hui de son art, il est à l'abri du besoin? Ça dépend de la définition du besoin. Oui, mais oui, je vis de mon art. Aujourd'hui, oui, je vis de mon art. Au départ, c'était pas le cas parce que mes premiers combats, par exemple, je les fait en France et ce que j'avais eu de ce combat, c'était 2 tickets où j'ai donné à mes amis et ça coûtait 10 € les tickets. Et après ce combat, j'ai dû sauter le métro pour rentrer chez moi. Mais j'étais déjà passé à la télé. Si bien que je recevais les coups de fil d'ici par des gens qui me soulignaient déjà leurs problèmes. Oui, j'ai tel problème. Je dis, ok, moi aussi j'ai des problèmes parce que là où ça se trouve, j'ai mon matelas lancé au sol dans une chambre chez quelqu'un. Voilà, c'est ça mon problème en fait. Et par la suite, je faisais des combats où je gagnais un peu, quelques 200, 500 €. Mais je travaillais toujours en boîte de nuit. Et encore, personne ne savait c'est quoi la réalité. Tu passes à la télé, tu as de l'argent, voilà, c'est tout. Et c'est avec du temps que j'ai pu maintenant laisser ce travail pour me concentrer à ma discipline parce que je pouvais déjà vivre de ça. Ou du moins jongler avec ce que je gagne dans ça. De toutes les façons, vous pouvez au moins, vous dormez déjà sur un lit. Oui, je dors sur un lit, je dors dans une maison, voilà. Pas dans une chambre, en fait je dors toujours dans une chambre, mais dans une maison auquel je suis le seul propriétaire. Oui. D'accord. Vous êtes également promoteur d'une fondation à Bati, c'est votre village, c'est dans la région de l'Ouest. Pourquoi avoir installé cela loin des métropoles? Déjà le projet de la fondation écarte les métropoles. D'accord. Pourquoi? Parce que ayant grandi à Batié et étant passionné de sport de combat, j'ai toujours rêvé qu'il y ait une salle de sport dans les environs. Oui. J'ai toujours eu envie d'un truc comme ça et je me posais la question de savoir pourquoi quelqu'un ne vient même pas créer un gymnase là-bas, un truc où on peut s'entraîner. C'était tout mon rêve. D'accord. Et quand je pensais à ça, je pensais aux enfants de la ville, je voyais qu'ils avaient tout et que nous, on n'avait rien. Alors quand j'ai eu l'opportunité, quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé quelques années plus tard, j'ai pensé que c'était peut-être l'occasion pour moi de construire cette salle ou d'être ce bon samaritain qui n'est jamais venu pour moi, de l'être pour moi-même. Alors j'ai mis en place ce projet et j'ai commencé à constituer les petits éléments qui m'ont permis à mettre en place le projet. Parce qu'au départ, c'était juste le projet d'une salle et je me suis rendu compte que, voilà, comme moi à Batié, j'avais ce problème, il y avait d'autres enfants, peut-être il doit y avoir d'autres enfants dans d'autres villages qui vont avoir ce problème. Et pourquoi limiter ma possibilité si j'en ai? Alors j'ai donc décidé de faire ça sous forme de fondation. Comme ça, si demain j'ai une opportunité, je peux encore faire une autre salle ailleurs. Et c'est ce qui est en projet en ce moment. On a pour projet de faire une salle dans le sud-ouest, notamment à Boya. Oui, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette salle à Bati, qui était le chez moi et là où j'ai grandi et là où j'ai toujours voulu que ce soit. Très bien. Et la première salle de formation MMA a été inaugurée en janvier dernier.
ta première salle de formation pour les arts martiaux mixtes. Ouais. Et le complexe, il s'appelle SECA, c'est-à-dire Sport Education and Charitable Association. Exactement. Je voudrais comprendre, est-ce que ça veut dire que tout enfant qui désire pratiquer les arts martiaux ou apprendre vient là sans frais? Ouais. C'est une salle qui est mise à disposition de surtout des enfants et gratuitement. C'est une salle à but, c'est une fondation, donc c'est une activité à but non lucratif. Même pour la maintenance, je dois le faire de mes frais parce qu'il n'y a aucun enfant là-bas qui est capable peut-être de payer une mensualité. Alors on fait ça pour les motiver, pour les donner le sentiment d'appartenir à quelque chose, pour les donner l'envie de rêver. Vous savez, leur permettre d'avoir confiance en eux, d'avoir la foi. J'ai constaté, au fait, j'ai remarqué, moi, en grandissant, que notre plus grand problème, c'était la foi. C'était le rêve, nos rêves qui ont échoué. Et c'était ça, au fait, notre plus grosse pauvreté. Parce qu'une personne qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de foi, est vraiment une personne pauvre. Peu importe ce que cette personne possède. Par contre, une personne qui croit en lui, qui a de la foi, qui a de l'espoir, peu importe, même si cette personne est affamée, est assoiffée, est sans abri, j'estime que cette personne est une personne riche parce que c'est juste hallucinant ce qu'on peut faire quand on a de la foi et quand on croit en nous. Quand on croit en nous, tellement parfois on fait des choses on croit en des choses que des gens nous trouvent un peu ridicules, mais on finit par les prouver le contraire. Et ça, c'est mon histoire à moi avec la boxe. Personne n'a jamais cru à mon projet de boxe. Pour moi, on trouvait que c'était débile au fait. Et surtout au moment où j'ai vendu ma moto, où je faisais le bain skin avec pour aller acheter les gants de boxe. Ça alors, on aurait pu m'interner au centre Jameau si ça avait été possible. Parce que là, il était clair que j'ai déraillé. Mais je croyais fermement en quelque chose. Pour eux, c'était que j'étais hors de la réalité. Je croyais. Je ne sais pas pourquoi, mais je croyais, indépendamment de tout ce qui était en place pour me prouver le contraire, mais je croyais. On devait me prendre des exemples sur Joseph Bessala, Watabele, Jean-Marie Emebe, et j'en passe. Des gens qui ont commencé très tôt, qui ont eu plus d'opportunités et qui n'ont pas vraiment percé. Et on me disait, mais toi, tu es vieux, tu es ceci, tu peux rien, tu es toujours malade, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je ne sais pas. Vous avez cru en vous? Je me suis jamais découragé. Et c'est ça ma force. Et ça m'a permis au fait de franchir des obstacles dans ma vie que parfois je me retourne et je ne réalise pas que c'est moi qui en ai franchi ces obstacles. Juste parce que j'étais plein de foi, d'enthousiasme, de détermination. Et souvent on va dire la foi déplace les montagnes. Bon, c'est une métaphore. Il n'y a rien qui peut physiquement déplacer une montagne, mais c'est juste qu'un homme qui a de la foi peut gravir une montagne sans se rendre compte que c'est une montagne. C'est une fois arrivé au sommet qu'on se retourne et on se dit « Ah, c'était une montagne », parce que tellement on était déterminé dans notre marche qu'on ne s'est pas rendu compte de la gravité. Très bien. Est-ce que Francis Ngannou, avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez fait rêver certains jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui que vous connaissez qui se disent « je serai comme lui demain » Au fait, c'est le but. C'est justement ça le but de la fondation. C'est de permettre aux jeunes de rêver. Pas de rêver d'être comme moi, de rêver juste d'être comme eux, de créer leur propre identité, de croire en eux, de croire en leur projet, peu importe c'est quoi leur rêve. Parce qu'il faut savoir, la fondation, l'activité de la fondation, elle est sportive, mais juste parce que c'est le moyen qui est à ma disposition, c'est ce qui est à ma disposition, c'est mon domaine où j'exerce. Mais derrière ça, le projet, au fait, c'est le développement personnel, c'est de permettre à ces enfants de se dire, ok, si cette salle de sport
une salle de sport comme ce qu'on voit qu'à la télé, et ici, ça veut dire que nous, on est important. S'il y a eu un truc comme ça pour nous, ça veut dire qu'on est important. C'est de permettre à un enfant peut-être d'aller en salle et voir son ami, son camarade de classe avec la ceinture bleue à la taille, et que cet enfant se dise, ah oui, moi j'ai la blanche, mais si lui il a la ceinture bleue, je peux aussi avoir la ceinture bleue. Et pourquoi pas la ceinture noire comme le maître? Et ça, c'est cultiver le rêve, l'ambition, ce sentiment d'ambition. Le but de la fondation, c'est que si un enfant, peut-être qui fait de la boxe ou du judo, ou peu importe, qui se retrouve au tapis parce qu'il est renversé, parce qu'il a pris un coup de poing, qui puisse se relever, qui puisse se dire ce n'est pas la fin, et peut-être il se relève et il gagne le combat. Et là, il comprend que tomber n'est pas synonyme d'échouer. On peut tomber plusieurs fois et sortir et réussir dans la vie. Donc, c'est dans cette atmosphère-là qu'on part. C'est dans cette ambiance-là qu'on part en créant la fondation, au fait. C'est pas juste pour créer des sportifs, c'est un truc pour motiver des enfants. Et après, on s'en fout, peu importe, on s'en fout du rêve de cet enfant. On s'en fout s'il veut être docteur ou comptable ou avocat ou journaliste. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait confiance en lui. La confiance qui va puiser dans cette fondation, la confiance, le travail qu'on va faire dans son cerveau, ça va lui permettre de croire en lui, et à partir de là, il ira peut-être chez lui, il ira peut-être à l'école, et personne ne lui dira que c'est pas possible, parce qu'on a un langage ici qui décourage, et que moi je trouve que c'est un fléau. Ce sont des trucs souvent qu'on va dire. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part qui est quelqu'un, tu ne peux pas être quelqu'un. Alors du coup, des enfants issus d'une famille démunie, ils ne croient plus en rien parce qu'ils n'ont personne quelque part. Mais c'est faux. Ils peuvent être le premier. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont inférieurs aux autres? Rien en réalité, si ce n'est que leur état d'esprit. À partir du moment où tu es inférieur à l'autre dans ton état d'esprit, psychologiquement, tu te sens inférieur. Alors, tu n'as même plus le courage de te battre pour avancer. Mais tant que tu crois, tu te bats. Et c'est en ce moment où tu te surprends dans tes réalisations. Absolument. Alors, dites-nous, est-ce que vous envisagez peut-être une carrière d'entraîneur plus tard? Non, pas du tout. J'ai beaucoup eu des suggestions, des conseils dans ce sens. Mais non, je ne pense pas que c'est ma... Oui, si, je comprends, mais je ne pense pas que j'ai cette vocation. Parfois, ça me fait plaisir de peut-être partager, d'échanger, mais pour une courte durée. Voilà, pas pour que ce soit mon métier, pas vous pour en faire pas l'âme de ça d'un un enseignant. métier. Voilà, si je finis, j'aimerais que quand je finis avec le combat, que je finis, que ce soit la fin. Voilà. Que je n'ai plus peut-être à faire avec le combat. Quel commentaire vous faites des arts martiaux au Cameroun? Les arts martiaux au Cameroun, je dirais que comme tout autre sport, ça souffre. Et c'est regrettable parce qu'on a tellement de potentiel, on a des talents, et c'est redoutable de voir qu'on n'exploite pas ça. Vous voyez, j'ai un peu voyagé et j'ai vu à l'extérieur. Je suis allé en France, j'ai vu des gens et les opportunités qu'ils ont. Et je me dis, si nous ici on a les 1/10 de ce qu'ils ont, croyez-moi, je pense qu'on va s'asseoir sur le trône de peut-être toutes les disciplines sportives. Parce qu'on a tellement du potentiel. Aujourd'hui, on parle de Francis Ngannou comme le champion, comme l'homme le plus fort, mais je suis persuadé qu'ici, au Cameroun, il y a des hommes qui sont beaucoup plus forts que moi, mais qui n'ont peut-être pas juste la chance, qui n'ont pas l'opportunité. Et ça, à savoir ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez peut-être entrepris quelque chose, sachant qu'au Cameroun, en général, on dit on qualifie le football de sport majeur et donc les autres sont taxés de sport mineur. Donc, les arts martiaux, par exemple. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose, peut-être avec
les responsables sportifs du Cameroun pour sortir, je dirais, les sports mineurs de l'ombre? Oui, pour sortir les sports mineurs de l'ombre. Je vais répondre à cette question par deux volets. Dans le premier volet, vous avez évoqué la possibilité, si j'ai prévu quelque chose pour travailler avec les responsables. Voilà. Quand on parle de responsables, les responsables dans une discipline, c'est la locomotive. Le wagon ne peut que suivre la locomotive. Peu importe la volonté du wagon, peu importe ce qui se passe, le wagon doit suivre la locomotive. Qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire du sport ici? Tant que la locomotive, tant que les responsables, tant que, je veux dire, l'administration, ceux qui administrent ce sport, n'ont pas une volonté et peut-être n'ont pas un plan ou un programme pour ce sport où je peux, en quelque sorte, apporter mon aide ou pousser ou appuyer d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça, c'est là où ça va aller. J'entends souvent, je vois souvent des gens qui m'expliquent comment ils font du sport, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Et je compatis à ça. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de créer des salles de sport ici, de créer des salles de sport au Cameroun. Déjà, ça m'a coûté beaucoup de faire ce que j'ai là, ce que j'ai mis en place comme fondation. Et une fois de plus, c'est ouvert à tout le monde et gratuitement. Ça, c'est la seule chose que je peux faire. En dehors de ça, peut-être plus tard essayer de faire quelques événements, promouvoir quelques combats pour mettre de la lumière sur ce sport de combat. Profiter de la lumière qui est sur moi aujourd'hui pour transmettre ça dans le sport de combat. Et ça, c'est l'une des motivations qui a fait que je sois partant pour le défi de Oga, parce que derrière ça, on veut profiter de cette opportunité pour mettre de la lumière sur des gars qui sont là sur place et qui ont travaillé dans l'ombre pendant des années et qui ne sont même pas remarqués. Il y a des gars qui font le MMA localement et qui se battent très bien. Il y a des boxeurs qui font de la boxe et qui ont très bon niveau. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, on a déjà 3 qualifiés pour les Jeux Olympiques au Cameroun, dans l'équipe du Cameroun. Mais personne n'est même au courant. Voilà. Et du coup, je voulais profiter dans des événements comme celui-ci, parce que celui du 29 n'est que le premier événement d'une suite d'événements qui va suivre. Et là, on va avoir l'occasion de mettre la lumière sur ceux-là. Par exemple, on aura 3 combats de boxe. 3 combats de boxe, il y aura les 3 qualifiés olympiques qui vont boxer, chacun avec un adversaire de son niveau. Et il y aura peut-être, je crois, 3 ou 4 combats de MMA dans cette soirée avant que Oga et moi on combat à la fin. Et des trucs comme ça, je pense qu'on va essayer de raconter l'histoire de chaque combattant pour que le public comprenne le travail de fond qui fournissent derrière. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on entend l'histoire de Francis Ngannou, on trouve que c'est fascinant. Mais ils sont nombreux là dehors qui sacrifient beaucoup et qui ont des histoires encore même plus belles. Il faut qu'on leur donne juste l'opportunité de raconter leur histoire et qu'on leur donne une oreille à écouter leur histoire. Je pense qu'à partir de ce moment, ça peut être un apport. Ça peut être un apport dans le sens où, une fois que le sport aurait grandi, une fois qu'on fait ce genre de choses, les yeux seront rivés derrière et peut-être les sponsors vont suivre, peut-être les partenaires vont suivre, peut-être d'autres pays vont même remarquer certaines pépites ici. Voilà, nos combattants et qui vont être sollicités ailleurs. Et je pense qu'à partir de ce moment, ils peuvent commencer un bon niveau international ou du moins être capables de jongler de leur travail. Parce que ce qui est encore plus difficile, c'est de voir quelqu'un qui a un très bon niveau, qui est qualifié aux Jeux Olympiques, mais qui ne peut pas aller à tous les entraînements parce qu'il doit faire un travail. Peut-être parce qu'il doit conduire sa moto ou peut-être parce qu'il doit conduire le taxi. Il ne travaille que de peut-être 14h, 20h. C'est sa tournée. Il doit travailler, il faut qu'il ait de l'argent. Voilà. Donc,
ce genre de truc, ça révolte et ça donne aussi envie de faire quelque chose. Bien que c'est pas grand chose, mais je pense que... En tout cas, l'objectif final, c'est ouais, de mettre la lumière sur ce combat-là. Ouais. Voilà. Francis Ngannou a une enfance, ou plutôt une adolescence un peu difficile. Il a d'ailleurs emprunté la mer pour se retrouver en France. J'ai beau ça. Avec le recul aujourd'hui, dites-nous, que pensez-vous de l'immigration clandestine? Oh, c'est affreux. Oh, c'est juste l'enfer. Au fait, de mon expérience, c'était l'enfer. J'ai vu sous mes yeux, j'ai vu des gens qui sont passés là et qui ne se sont même pas rendus compte de la difficulté de la chose. En même temps, j'ai vu des gens auxquels mon expérience comparée à la leur était très facile. Voilà. Donc, c'est quelque chose de difficile. Je ne déconseillerais pas quelqu'un, mais je ne conseillerais jamais quelqu'un sur ce terrain. Voilà, que ce soit la propre initiative de quelqu'un, de cette personne, parce que à part une fois que c'est difficile, on a toujours tendance à vouloir à chercher un coupable, un chat à fouetter. Faut que notre chat à fouetter, que ton chat à fouetter soit toi-même. Je ne serai pas le chat à fouetter. Mais est-ce que ne pas déconseiller, est-ce que c'est pas aussi un problème, parce que l'argent qu'on prend peut mettre dans le trajet. Est-ce qu'on ne peut pas s'occuper autrement avec cela sur place? Si. Moi, le problème, ce qui est très compliqué, c'est que faut savoir une chose. Pour celui qui comprend, c'est facile à expliquer, mais pour celui qui ne comprend pas, on ne peut rien expliquer. Il y en a qui vous ont vu garer votre voiture et ils veulent une voiture comme vous, coûte que coûte. Alors tout ce que vous allez lui raconter, c'est rien. Il est capable, il se dit qu'il est capable de faire ça. Il se dit que c'est rien. Il se dit qu'il est fort. Alors tu déconseilles à une personne, c'est clair, tu ne veux pas qu'il réussisse comme toi. Tu veux qu'il reste inférieur à toi. Tu veux que quand tu rentres au pays, qu'il te voit, qu'il t'admire, tu ne veux pas qu'il soit comme toi. Alors ça, c'est le petit souci qu'il y a de déconseiller quelqu'un. Parce que lui, il voit, t'as réussi. Il y a pas, t'es pas vraiment à la place de quelqu'un qui peut déconseiller quelqu'un. Je ne suis pas en position de dire à quelqu'un, non, c'est pas bon, c'est difficile. Il te dira, mais tu as réussi. Oui, tu as réussi. Alors, tu veux dire que tu me dépasses alors, que je ne peux pas réussir, tu peux réussir. Peut-être lui montrer l'autre facette voilà. du décor, lui montrer des gens qui meurent, par exemple. Oui, mais... lui raconter ce qu'on a vécu là-bas. Et ça ne lui dit rien, il ne comprend pas, il t'entend, mais il ne te comprend pas. Voilà. Mais, en cas de nécessité, moi je raconte. Je n'hésite pas à raconter les difficultés que j'ai vécues. Si ça peut empêcher quelqu'un de se jeter dans cet enfer. Ou récemment, il y a eu, en un laps de temps, j'ai connu 2 gars de mon village qui sont morts là-bas. Si je leur avais conseillé, je me serais senti coupable. Et même que je ne les ai pas conseillés, en quelque sorte, j'ai comme impression que si j'avais fait quelque chose ou que si j'avais mieux sensibilisé, peut-être qu'ils ne seront pas allés. Mais certains ne comprennent pas. Mais peut-être qu'il faut continuer, parce que quand on commence l'école en général, on ne comprend rien. C'est l'enseignant qui, à force de répéter, grave quelque chose dans notre mémoire. Ouais, je suis d'accord. Je veux parce dire. qu'après après avoir suivi ça, le décès de ces 2 garçons en intervalle de peut-être 2 mois, là on se dit que ok, il faudra faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Ouais. Ou peut-être si je fais quelque chose, ça peut éviter un autre cas. Ouais. Et récemment j'ai été contacté par l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrants, qui s'occupe des migrants qui veulent rentrer chez eux au Maroc, au fait, dans le Maghreb, ceux qui veulent rentrer chez eux. Alors,
ils font un travail de sensibilisation à ce sujet. Et ils me demandaient si je voulais prendre part. Et je les ai répondu que ce serait avec plaisir. Mais sachant d'entrée de jeu que ce n'est pas un travail facile. Oui, mais comme vous avez dit au début, c'est pas bien de décourager au départ. Il faut peut-être continuer ce que vous avez à faire. De ne pas continuer, ce serait aussi un peu... Non, c'est pas que je suis découragé, c'est juste que c'est un peu paradoxal. Toi, de l'autre côté, lui, c'est toi l'exemple. Alors tu as réussi. Pourquoi tu lui dis qu'il ne va pas réussir? Et chez certaines personnes, et ça c'est très difficile à comprendre. C'est même insultant. C'est comme si tu lui disais t'es nul. Voilà. Il ne comprend pas le sens de ça. Mais on va quand même continuer la sensibilisation. Francis Ganou est également là ce soir pour montrer aux gens ça n'a pas été facile, même s'il est arrivé, ça n'a pas été facile. Et il y a d'autres voies pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui. Oui, je suis persuadé. Malgré le fait que je peux me targuer d'avoir réussi, mais je pense que s'il fallait recommencer, je ne recommencerai pas. Ouais. Ce que j'ai vécu en connaissance de cause, je ne peux pas aller pour revivre ces mêmes choses. J'ai plus cette force. Je l'ai peut-être vécu parce que j'ignorais, je me suis retrouvé là par ignorance, mais en connaissance de cause, je ne pense pas que je peux aller me jeter là. Et surtout quand on voit la suite, même pour ceux qui réussissent très souvent à traverser cette étape quand ils arrivent en Europe, quand on voit la suite, leur vie en Europe, ce qui nous attend en Europe, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Avant l'Europe, vous avez dit que vous êtes un peu débrouillé partout, également au marché Mbopi de Douala. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé les contacts de quelques-uns de vos compères de cette époque-là? Oui. D'habitude, je vais souvent à Mbopi. Bon, c'est plus très facile, mais je me débrouille. Ce n'est plus très facile parce que vous êtes une star. Je me débrouille quand même d'y aller de temps en temps. Et j'ai quand même quelques amis, ceux qui étaient vraiment mes amis en Mbopi. On reste en contact. Parfois on va s'appeler au téléphone et se voir discrètement ou dans un endroit plus discret. Oui, je garde ce contact. Et parfois aussi, je prends mon courage. Un jour, je me sens plein d'énergie. Je peux m'arrêter dans un camp de Benskin, surtout à Yaoundé ou ici à Douala. Mais plus à Yaoundé, parce que j'ai fait également de la moto et je tape un peu les divers avec le Benskinais. Dites-nous, lorsque votre avion atterrit au Cameroun, quelle est la première direction à prendre? Est-ce que vous allez à Yaoundé? Est-ce que vous allez à Douala? Est-ce que vous allez à Batié? C'est Batié. Au fait, j'ai atterri à Yaoundé. Bien évidemment, je fais quelques jours à Yaoundé. Mais c'est Batié. Et c'est pour tout le séjour? C'est 80% du séjour? Ou c'est comment vous répartissez vos programmes lorsque vous êtes au Cameroun? Non, pas forcément. Au fait, je suis flexible. Je suis le mouvement du vent. Je ne veux pas me stresser, mais il m'est souvent arrivé de passer presque tout mon séjour à Batié et de quitter Batié pour l'aéroport le jour de mon départ. Parce que j'aime cette tranquillité, c'est tout ce que j'ai pas aux États-Unis. Donc, et j'aime cette pesanteur, j'aime la solitude, j'aime la tranquillité. J'aime la fraîcheur. Vous n'avez pas les arachides bouillis là-bas, aux États-Unis? Non, du moins pas le vrai. Le vrai, c'est à Batié. Ouais. Est-ce que quand vous êtes là-bas, vous rentrez un peu dans les carrières de sable où vous avez passé votre... Ah oui. Étant ici, je n'avais pas de bottillons. J'aimais tellement les bottillons pour aller au champ et tout ça, et je n'en avais pas. Et j'ai grandi avec ça parce que j'avais aussi des pieds très grands. Ma pointure, je n'en trouvais pas au marché. Alors aux États-Unis,
j'ai cherché en ligne, j'ai trouvé ma pointure et là, je l'ai toujours derrière ma voiture. Parfois, je me lève, je mets mes bottes. Direction la carrière. Ouais, la carrière, les champs. J'aime parfois cette sensation de fouler les herbes. C'est nostalgique, ça me rappelle, ça me ressource au fait. J'aime le fait que je me couche au village et que le matin, les chants d'oiseaux qui me sont familiers, ce genre de trucs, ça me ressource. J'aime ça au fait. J'aime revivre des trucs que j'ai déjà vécu, des trucs qui font en quelque sorte partie de mon passé, mais pour moi c'est ce qui me définit, c'est ce qui m'a construit. Alors j'essaie toujours de garder un lien avec ça, donc je fais souvent ça, je mets mes bottes. Parfois je mets mes bottes et je garde ma voiture, je suis un peu en route avec les gars, on tape les commentaires. Il m'est arrivé peut-être par 2 reprises un cas de une voiture qui s'est arrêtée et il y en a quelqu'un qui m'a demandé si on n'a pas vigné du vin. J'ai dit non, pas aujourd'hui. Il n'y a pas de vin aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alors, dites-nous, très souvent on dit que la notoriété a un effet néfaste sur les personnes. Est-ce que Francis Ngannou aujourd'hui a pris la grosse tête? Est-ce que maintenant il est une star? Il mange. C'est quoi la définition de la grosse tête au fait? C'est-à-dire on ne parle plus avec n'importe qui. Parler avec n'importe qui. Je ne dirais pas, au fait, déjà il faut qu'on recadre les choses. Parce que faut savoir que quand on évolue dans la vie, notre vie change. Avant, à cette époque, je ne pouvais pas être à STV. Je serais peut-être là dehors en train de voir mes amis. Que je le veuille ou non, ma vie a changé. Mes priorités ont changé. Quand je me lève le matin, ce n'est plus peut-être aller au carrefour ou aller au marché, taper les commentaires qui m'intéressent. Quand je me réveille le matin, je regarde mes emails, je regarde des trucs importants que j'ai à faire. Et si, même que parfois j'ai envie de voir quelqu'un, le temps ne me permet pas. Et pour le peu de temps que je veux voir cette personne, il faut que ce soit profitable. Même la conversation, que ce soit profitable. Il y a des sujets que, une fois de plus, bien que je veux passer du temps avec cette personne, mais des sujets qui vont engager et que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et même pour lui. Mais c'est ce que lui là, comme commentaire. Ça ne m'avance pas, ça ne lui avance pas. Alors, moi, je suis sélectif dans mes sujets, mais lui, il encaisse tout puisqu'il a le temps pour ça. Je n'ai malheureusement pas le temps pour ça. Il est mon ami, je veux qu'il me parle de quelque chose d'important. Ok, même s'il n'a pas quelque chose d'important, c'est mon ami, je lui donne quand même un temps pour qu'on discute de ce qui l'intéresse, pour partager ce moment avec lui. Je ne pense pas que le fait que je veux peut-être passer 30 minutes ou 1 heure de temps avec lui, c'est la définition de la grosse tête. C'est parce que j'ai pris la grosse tête. Non. Non, ça, ce sont des préoccupations qui ont changé. J'ai avancé. Si j'ai un ami, par exemple, qui veut aussi avancer, et peut-être qu'en discutant avec lui, on peut l'aider. Oui, au fait, c'est intéressant. Il m'arrive souvent de m'asseoir quelque part, discuter avec un inconnu pendant 2 heures de temps. Pas parce que je suis intéressé par ce qu'il fait, mais parce que je suis fasciné par ça. Ça me cultive au fait, ça me développe l'esprit. Ce n'est pas l'activité que je prévois de faire, mais quand même ça me permet de comprendre certaines choses. Alors, je passe du temps avec celui-là sans toutefois regarder la montre. Or, je veux voir mon ami, je ne peux pas passer plus de temps avec lui qu'il en faut. Voilà. Ça, ce sont des petits trucs que parfois ça ne se comprend pas et on peut dire, voilà, c'est difficile à expliquer. Mais pour répondre à votre question,
je ne pense pas que j'en ai pris la grosse tête, mais pour ça, ce sont mes amis ou peut-être la famille qui peut répondre à cette question parce que chacun se voit toujours parfait. En tout cas, votre famille dit que vous n'avez pas pris la grosse tête, vous mangez toujours vos repas traditionnels, vous allez toujours au village rencontrer votre mère. Peut-être parce que j'aime ça. Et vous êtes très protecteur, vous avez gardé les liens avec votre enfance, mais vous aimez beaucoup votre famille, vous êtes très protecteur. Parce que c'est ma force, parce que c'est là où je puise mon énergie, parce que c'est là où je m'appuie pour sauter. C'est mon refuge. D'accord. Alors, je ne saurais terminer cette émission sans poser la question du jour. Ok. Quel est le statut matrimonial de Francis Ngannou? Célibataire. Célibataire, c'est-à-dire un cœur à prendre, ou alors le cœur est déjà pris, mais le processus n'est pas encore arrivé à son terme. Moi, je dirais plutôt la deuxième option, que le cœur est déjà pris, mais le processus n'est pas encore arrivé à son terme. Voilà, c'est très bien compris. Après votre combat, quelle est la suite de votre programme au Cameroun? Est-ce que dès que vous aurez fini le combat, terminé le combat avec Oga, vous rentrez directement, ou alors vous êtes encore là pour longtemps? Je pense rentrer un peu plus tard, mais ça va dépendre des nouvelles de l'UFC parce que j'aimerais avoir une date, j'aimerais avoir une suite de ce qui m'attend, comme ça j'irai me préparer, prendre mes dispositions pour peut-être mettre en place un camp d'entraînement ou une équipe. Davantage votre challenger ou la date? Non, plus la date, plus que le challenger. La date ne peut arriver que s'il y a d'adversaires. Parce que dans ce combat, ce serait moi le challenger. Ça risque d'être moi le challenger. Ouais. Mais vous n'avez pas envie de savoir qui sera face à vous? C'est pas plus important? Ça, ce serait plus facile que la date. Ce serait plus facile de savoir qui que quand. Ouais. Donc, alors, je pense que c'est le camp qui est définitif. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Wow, ça passe vite. C'est terminé. Merci. Merci encore et bon courage pour la suite. Merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.